Pendant la guerre froide, Américains et Soviétiques se livrent à une course à celui qui dominera l'espace afin de montrer sa supériorité. Vol spatial habité, exploration de la Lune et ou du système solaire, ce qui apparaît comme une compétition civile recèle en réalité des objectifs guerriers. Nous allons voir ici comment cette partie de la guerre froide a débuté, quelles ont été ses formes et quand et comment elle s'est achevée. La course à l'espace est initiée par les nazis, qui lancent en 1944 la première fusée stratosphérique, le missile V2. Ils bombardent Londres avec, une arme qui est impossible à contrer. L'URSS, qui libère les zones de lancement des V2 en 1945, en récupère le savoir-faire. Occupés dans le Pacifique, puis certains d'avoir un atout clé avec la première arme nucléaire, les États-Unis ne s'intéressent pas particulièrement aux lanceurs. Toutefois, ils récupèrent bon nombre de scientifiques allemands ayant travaillé sur les armes expérimentales nazies, dont Werner von Braun, père des V2. En 1945, tous les Alliés sont intéressés à mettre la main sur le savoir-faire scientifique allemand. Les priorités sont cependant différentes. L'URSS, dénuée de bombardiers à long rayon d'action, voit immédiatement l'intérêt du développement des fusées, contrairement aux Américains. Hégémonique, l'armée américaine délaisse l'industrie spatiale, d'autant plus que ses bases à travers le monde lui permettent de bombarder n'importe quel lieu sur Terre. Il peut frapper partout sur Terre. Pourquoi donc développer des fusées ? L'URSS, par contre, s'intéresse immédiatement à l'espace, en copiant le missile V2 et prolongeant les recherches. Ils savent qu'une fusée, on ne sait pas la contrer en 1945. À la mort de Staline, l'URSS met en projet une fusée intercontinentale, la R-7. Le programme soviétique bénéficie du génie d'un ingénieur passionné dès son plus jeune âge de fusée, Sergueï Korolev. Père de nombreuses fusées, Korolev résout un problème majeur. Pour aller très loin, une fusée doit emporter plus de carburant, se heurtant à des contraintes de poids. Korolev développe alors la fusée en fagot. Des moteurs d'appoint sont ajoutés à la fusée principale et largués lorsqu'ils ont épuisé leur carburant. Une fusée doit démarrer tous ses moteurs au décollage. En larguant les fusées d'appoint, on économise du poids. En 1956, la R-7 est au point, alors que les Américains ont pris du retard avec leur programme équivalent appelé Atlas. Le lanceur R-7 donne un avantage considérable à l'URSS qui lui permet toute une série de premières dans la course à l'espace. Le 4 octobre 1957, les Soviétiques mettent sur orbite Spoutnik, le premier satellite. L'objectif est médiatique. Avec un simple appareil radio, les Occidentaux peuvent entendre un bip-bip émis depuis l'espace. Ils comprennent que les Russes les ont dépassés. Insuffisante pour les vols habités, la R-7 est perfectionnée et donne naissance à la fusée Vostok en 1959, capable d'envoyer un homme dans l'espace. Le premier est Youri Gagarin, le 12 avril 1961. Piqués dans leur orgueil, les États-Unis sont décidés à combler leur retard. John Kennedy, nouveau président américain en janvier 1961, crée la NASA, qui concentre les efforts américains dans l'industrie spatiale et fixe un objectif ambitieux: aller sur la Lune avant 10 ans. Il dira « Nous irons sur la Lune non parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile ». Les Russes, quant à eux, ont déjà envoyé des sondes sur la Lune. Les États-Unis lancent encore le programme Pioneer, des sondes spatiales pour explorer le système solaire. En 1972, Pioneer 10 part à destination de Jupiter. En juillet 1969, 2 astronautes américains marchent sur la Lune. Battu dans la course à la Lune et la robotique, privé de Korolev, mort en 1966, l'URSS se tourne vers les vols habités qui demandent des lanceurs plus puissants. Alors qu'en 1961, l'URSS fait sauter la Tsar Bomba, la plus puissante arme nucléaire jamais conçue, elle développe un nouveau lanceur dédié,
prêt en 1965, la fusée Proton. Avec elle, l'URSS développe le programme Salyut, des stations orbitales habitées. Les Américains, quant à eux, envoient des missions sur la Lune, mais également des rovers aux confins du système solaire. La concurrence directe s'efface, chacun trouvant sa spécialité. Faire de longs séjours dans l'espace engendre de nombreuses complications. Dès lors, l'URSS se dote d'un savoir-faire unique entre 1971 et 1991 et lance la station Mir continuellement habitée. En 1991, la course à l'espace perd son sens avec l'effondrement de l'URSS. Après la guerre froide, les coûteux programmes spatiaux sont poussés à collaborer pour mutualiser leurs moyens. La Russie abandonne sa station Mir et une station spatiale internationale issue d'un projet américain de 1983 est mise en chantier en 1998. Elle est ravitaillée par des véhicules russes. Les projets spatiaux se multiplient, mais ça, c'est une autre histoire.